Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de Foyer de soins sans mur, du projet pilote à la diffusion pan-canadienne. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Stéphanie Leboski. Je suis responsable principale de programme ici à l'ESC. J'utilise les pronoms elle, la. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler du programme Foyer de soins sans mur. Ce programme a débuté en tant que projet pilote au Nouveau-Brunswick et s'étend maintenant à l'ensemble du Canada. Je voudrais vous dire que cette session est enregistrée. Prochaine diapo. Nous avons le plaisir de vous offrir une interprétation simultanée en français par Boost Lingo pour cette session. Si vous souhaitez entendre la voix de l'interprète, veuillez sélectionner Français dans le menu d'interprétation en bas de votre écran. Si vous avez besoin d'aide à n'importe quel moment de la session, vous pouvez contacter l'assistance technique en utilisant la fonction clavardage. On vous enverra un courriel dans les prochaines semaines avec un lien avec l'enregistrement et les diapositives pour tous ceux qui ont manqué la session et pour que vous ayez toutes les informations. N'hésitez pas à utiliser le clavardage pendant la session si vous voulez vous présenter. N'hésitez pas à nous dire qui est là et bien évidemment, vous pouvez aussi poser vos questions et on répondra à vos questions à la fin de la présentation. Prochaine diapo. Donc, je vais commencer en reconnaissant que je vous retrouve aujourd'hui du territoire colonialement connu par le nom de Toronto, où je m'amuse et où je travaille. On a envie de savoir d'où vous venez. Aussi, vous pouvez regarder le lien que nous partageons par rapport à la reconnaissance des terres. Je vois qu'il y a des personnes qui se présentent. Bonjour. Avant de présenter nos oratrices aujourd'hui, je voudrais présenter Samantha Tass de l'Agence de santé publique du Canada qui va nous parler des financements originaux qui ont soutenu le programme pilote au Nouveau-Brunswick. Samantha, si vous êtes là, vous pouvez allumer votre micro. Ah voilà, c'est bon. Ça y est, on m'a donné le droit d'allumer mon micro. Merci Stéphanie pour cette présentation. Je suis ravie d'être avec vous pour vous présenter un peu ce projet qui a été lancé en 2018 euh, avec l'ESC. Et nous avons investi plus de 17 millions de dollars dans ce programme. C'est pour aider les personnes à vieillir avec plus d'indépendance dans des endroits où ils se sentent en bonne santé, en sécurité, et pour essayer de partager des pratiques qui peuvent soutenir cela. Voilà, c'est à vous, Stéphane. Merci beaucoup, Samantha. Très bien. Je vais maintenant donc présenter deux invités. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de co-animer cette session avec Judy et Suzanne. Nous sommes à l'ESC ensemble et on travaille sur ce programme ensemble depuis à peu près 2 ans. Et nous sommes vraiment ravis de vous présenter les progrès, les évolutions de ce projet. Et donc, Judy est consultante au ministère du Développement social du Nouveau-Brunswick et Suzanne est professeure chercheuse de l'Université de Moncton. On l'appelle l'innovatrice, ici à Foyer de soins sans mur. Donc voilà, je vais vous donner la parole, Suzanne. Merci Stéphanie. Merci à tous qui nous rejoignent aujourd'hui pour ce webinaire stimulant où nous allons pouvoir vous expliquer quel est ce programme Foyer de soins sans mur et comment ça a commencé et où est-ce qu'on va aller. En tant que l'innovatrice de ce programme, comme Stéphanie m'a appelée, je voudrais dire que mon rôle ici aujourd'hui, c'est de vous expliquer comment on a commencé. Donc, merci à Samantha qui a raconté très brièvement le projet de financement parce que ce projet a vraiment réussi à voir le jour grâce à la SPC. Donc, on voudrait remercier le gouvernement du Nouveau-Brunswick et du Canada pour permettre à ce projet de voir le jour, pour que nous puissions avoir un impact pour tout le monde.
Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Ah, donc, pourquoi est-ce que ce projet pourquoi est-ce qu'il est important ce projet? C'est parce qu'il y a 100% des personnes de 65 ans ou plus ont dit qu'ils voudraient rester dans leur domicile le plus longtemps possible. Et ici au Canada, pour l'instant, nous avons 92% des personnes aînées de plus de 65 ans qui vivent dans la communauté à l'extérieur des institutions. Donc, lorsqu'on réfléchit au vieillir chez soi et aux installations de soins longue durée, on ne pense pas forcément au pourcentage des personnes que cela concerne. Au Canada, on parle de 8 à 9%, cela dépend des statistiques, qui habitent dans les installations de soins de longue durée et le reste vivent dans la communauté. Prochaine diapo, donc ici, par rapport à la recherche au cours des derniers 10-15 ans, on s'est vraiment focalisé sur les services que les personnes aînées reçoivent ou non. Et si cela leur influe ou impacte le fait qu'ils vont pouvoir vieillir chez soi ou non. Donc, les recherches que nous avons faites avec mon équipe, nous avons mené des recherches depuis déjà 10 ans sur ce sujet, et peu importe le type de projet que nous faisions, que ce soit dans une communauté rurale, urbaine, qu'il soit francophone, anglophone, les résultats étaient finalement très similaires. Et quand on a réfléchi aux résultats et ce qu'on a trouvé, c'est que les soins étaient surtout par rapport à l'entretien ménager ou à la tonte de pelouse, le déneigement. Et donc, on nous a dit beaucoup que recevoir de l'entretien ménager, c'était quelque chose d'agréable. Il n'avait pas honte d'en parler. Il pouvait dire, ben oui, aujourd'hui, ma femme de ménage vient aujourd'hui et ce n'était pas un problème. Donc très souvent, on a vu que ce n'était pas un problème d'avoir quelqu'un qui venait aider au ménage. Souvent, les prestataires de services, c'était le cercle familial ou bien le secteur privé s'ils pouvaient se le payer. Ce que nous avons appris de cette recherche, de ces études, mais également d'autres études qui ont été menées sur ce sujet, c'est que services, il y avait des services qui étaient requis mais non reçus. Par exemple, les personnes aînées auraient bien aimé avoir peut-être de l'aide par rapport au repas, par rapport à aller faire les courses, d'avoir des contacts sociaux, des sorties pour les personnes qui souffrent d'isolement, l'accès au transport, ça c'est quelque chose qui est vraiment très important également par rapport au vieillir chez soi. Ils auraient pu également avoir des renseignements sur les programmes, les services et les activités. Parfois, ils ne savaient pas que certains services étaient disponibles. Par exemple, au Nouveau-Brunswick, il y a le système 2 en 1. C'est par exemple on demande quelque chose et on nous donne des ressources pour le faire. Et beaucoup de personnes ne savaient pas que ça existait. Et il y avait des personnes aussi qui auraient eu besoin d'entretien du jardin. Bien évidemment, tondre, c'est quelque chose de positif, mais peut-être planter des fleurs, peindre une clôture, avoir un bel espace extérieur. Et ces personnes ont parlé également de ce sentiment de sécurité. Cela leur permet vraiment de vieillir chez eux en bonne santé et se sentir bien, se sentir à l'aise avec cette décision. Voilà donc là où les foyers de soins sans mur est devenu à trouver son élan. On ne pouvait pas continuer à mener des recherches et à toujours entendre les mêmes résultats. En fait, on n'arrêtait pas d'écouter, d'entendre ce qui ne fonctionnait pas. Et donc, il a fallu réfléchir à comment pouvoir mettre en place des systèmes avec comme base les ressources déjà disponibles au sein de la communauté. C'est ainsi que nous avons donc réfléchi à ces ressources.
les ressources qui étaient disponibles déjà dans la communauté, mais également des ressources qui pouvaient être données par les établissements de soins de santé. Donc, on s'est rendu compte à ce moment-là que nous voulions intervenir. On ne voulait pas répéter des recherches qui nous donneraient les mêmes résultats. Et donc, ce qui nous a motivés à ce moment-là, mais aussi maintenant, hein, pour continuer, c'est les- c'est qu'il y a à peu près personne sur 10 nouvellement admise dans un établissement de soins de santé aurait pu recevoir ces soins à domicile. De plus, nous savons que beaucoup de personnes aînées cherchent et attendent des établissements de soins longue durée, des foyers pour aînés et des personnes qui attendent aussi un lit dans un hôpital, comme on les appelle, des autres niveaux de soins ANS. Et jusqu'à maintenant, 20% des lits d'hôpitaux au Canada sont occupés par des personnes aînées. Ce coût est très élevé pour le système de santé. Donc, on essayait de garder ça en tête en réfléchissant à une solution pour pouvoir soutenir les personnes aînées à vieillir chez eux. Un autre catalyseur ici, c'est qu'une visite sur 7 au service d'urgence aurait pu être prise en charge en soins primaires. Et on savait que plusieurs personnes aînées venaient dans les services d'urgence pour obtenir des informations, du soutien qui aurait pu peut-être être obtenu autre part. Donc, si on passe à la prochaine diapositive, donc ce projet a été créé sur cette idée basée et fondée par et pour la communauté pour pouvoir ap- euh, désengorger les services de santé. Ce sont donc des soins prodigués aux adultes dans cette communauté locale. Il s'agit de leur donner accès à des informations appropriées, adéquates, leur donner des soins et l'accompagnement dont ils ont besoin pour pouvoir vieillir chez eux en bonne santé. Nous voulions aussi donner des réponses et essayer de résoudre les problèmes de solitude et d'isolement, donner des informations sur comment rester en bonne santé et aussi donner aux communautés locales des moyens de répondre aux besoins de cette population vieillissante. Il fallait qu'ils se sentent euh, conviviaux par rapport à la population vieillissante aussi. Donc, tous les différents projets peuvent être assez différents puisque cela dépend d'une approche qui est vraiment basée sur les biens et les choses déjà présentes au sein de la communauté. Puisque c'est voilà, une approche du développement communautaire fondée sur les atouts que cette communauté peut apporter. Ainsi, rien n'est dupliqué. Chaque projet écoute donc les besoins de ces adultes et de ces personnes aidantes. Donc, dans chaque communauté, il y a des petites différences par rapport à leurs priorités, par rapport aux besoins qui changent aussi, mais on peut quand même les rassembler sur ces quatre niveaux de soutien. On peut les appeler ou piliers de soutien. Donc, orientation et accompagnement, je préfère le mot accompagnement parce qu'il s'agit de tenir la main de ces personnes aînées pour qu'ils puissent remplir les formulaires nécessaires, pour qu'ils puissent avoir les informations nécessaires, pour pouvoir faire un suivi, pour s'assurer qu'ils n'ont pas d'informations manquantes et que le service peut vraiment être reçu et que le soin peut être reçu. Et si le soutien ou le soin a été obtenu, est-ce que cela a répondu à leurs besoins ou à cette personne aînée ou à sa famille? Nous avons également des initiatives de santé sociale euh, par le biais d'activités de groupe, de visites, d'appels amicaux, d'activités intergénérationnelles avec les écoles locales ou les universités. Il y a eu tant d'activités vraiment géniales qui ont pu être bénéfiques, non seulement
aux adultes, aux personnes aînées qui ont fait partie de ce programme, mais également les écoles et les enfants qui ont pu participer. Cela permet aussi de relever un petit peu, d'aider les personnes proches aidantes par rapport à ce programme et dans les soins qu'ils prodiguent à leurs proches. Et ce qui est également unique, c'est ce composant interactif entre la communauté et les foyers. Donc, il s'agit de donner aussi plus de soutien par rapport à l'hygiène personnelle. Cela peut permettre également à certaines personnes d'accéder à ces foyers de personnes âgées pour pouvoir avoir eh bien, voilà, des soins, un peu de connexion sociale, peut-être éventuellement d'échanger avec les personnes qui sont là-bas. Ils peuvent participer au repas et peut-être aussi rentrer chez eux avec quelques repas. Souvent, ces personnes aînées, en général, lorsqu'ils arrivent dans cet environnement, ils sont en général un petit peu en retrait lorsqu'ils y vont pour la première fois, mais en général, après quelques fois, ils se rendent compte que on prend bien soin d'eux là-bas, qu'ils ont hâte d'y aller. C'est comme s'ils allaient au spa pour la journée, donc ils ont une bonne perception en général de ce que ce foyer peut être et peut devenir pour eux aussi. Il y a aussi des visites du personnel au domicile des personnes aînées. Cela permet encore de lier les communautés avec les foyers de soins grâce à des visites de courtoisie, la sociabilisation, le transport. Et il y a aussi d'autres services de soutien. Prochaine diapositive. Il y a plusieurs caractéristiques fondamentales du programme FSSM. Peut-être que c'est notre sauce magique, ce qui rend notre programme attirant. C'est que je pense, c'est tout particulièrement centré sur la personne. C'est un processus continu, une approche centrée sur la personne continue, où les besoins sont identifiés et nous tentons réellement de répondre aux besoins nécessaires. Mais ces besoins évoluent, bien sûr. Donc, on s'assure ici que ce n'est pas une solution, une évaluation unique, à un point unique. Et il ne s'agit pas d'une discussion qui a lieu une fois, mais vraiment quelque chose qui s'inscrit dans un programme plus continu, où, bien évidemment, les facteurs et les conditions changent et les besoins changent. On ne veut pas dupliquer les services. C'est donc un programme qui va regarder les atouts disponibles, qui sont disponibles dans cette province, dans cette communauté locale, et s'assurer que il y a certaines choses qui vont se connecter à quelque chose d'existant. Et s'il y a des variations qui existent, nous allons pouvoir eh bien, agir. Mais ce n'est pas une duplication de ce qui existe déjà, ce qui est déjà offert dans cette sphère. C'est également un programme très souple. Il pallie les difficultés associées au vieillissement à domicile, comme l'isolement social, les problèmes d'accès aux services, mais les besoins qui changent sont également pris en compte. C'est flexible dans le sens où on n'a pas souvent une liste avec ce que nous pouvons offrir et ce que nous ne pouvons pas offrir. C'est quelque chose, c'est une conversation ouverte qui parfois prend plusieurs heures pour les premières heures, pour les premiers jours ou le début du programme, pardon. Mais c'est quelque chose qui permet vraiment d'inclure la communauté et nous pensons que c'est ainsi que nous pouvons vraiment répondre aux besoins de la communauté. Ceci a été rendu possible grâce au soutien du HSPP financier. Nous sommes rendus compte que des membres de famille et des personnes aînées ont dit assez rapidement dans le projet que c'était
que ce projet avait un impact très positif dans leur vie. Ils se sentaient plus à même à rester chez eux. Certains disaient qu'ils ils savaient maintenant où aller ou à qui s'adresser pour obtenir des soutiens, des soins maintenant qu'on existait. Ils arrivaient aussi à savoir si une situation était urgente ou non, afin de désengorger les services d'urgence, puisque nous étions là et que nous pouvions répondre à leurs questions. Donc, cela fait partie des impacts. Donc, nous avons des données et des histoires vraiment très intéressantes sur la qualité du programme. Notre équipe, très rapidement, a pu partager ses connaissances avec les provinces pour pouvoir avoir ces données. Et je vais maintenant donner la parole à ma co-oratrice pour que nous puissions passer à la phase d'après. Une fois que nous avons vu qu'il y avait un impact positif, que nous avions quelque chose d'important, nous avons pu inclure le gouvernement et pouvoir continuer à avoir cette conversation bidirectionnelle. Je vais maintenant donner la parole à Judy, qui va pouvoir nous parler de la position actuelle du programme. Merci beaucoup, Suzanne. Merci pour cet aperçu vraiment très complet et, euh, et j'apprécie beaucoup votre expertise et tous les conseils et consultations que vous continuez à nous offrir au sein de ce programme. Merci aussi à l'équipe de l'ESC pour le soutien immense que vous nous offrez et merci aussi de me permettre de faire partie de ce webinaire. Et maintenant, nous allons pouvoir, grâce à tout ce soutien, passer ce programme d'un projet pilote à un projet pan-canadien. Donc, c'est un programme provincial. C'est la priorité principale et donc pour permettre de faire des foyers de soins sans mur. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour vous, mais le Nouveau-Brunswick a une population qui vieillit rapidement. Il y a presque un résident sur quatre qui a au-delà de 65 ans et donc cela met énormément de pression sur le système de santé et les établissements de soins longue durée de la province. Je pense que ces pressions sont assez similaires aux défis que vous pouvez peut-être rencontrer dans d'autres juridictions. Donc, nous cherchons à transformer ce système, nous cherchons des solutions pour pouvoir s'aligner avec cette directive globale que nous voulons tous atteindre, c'est-à-dire permettre aux personnes de vieillir chez eux en ayant des soins centrés sur la personne et pour pouvoir bien sûr vraiment bénéficier des atouts existants au sein des communautés. Suzanne et Samantha ont partagé que nous avions la chance d'avoir un projet pilote et un financement afin de lancer ces initiatives de recherche appliquée. Vous avez pu voir à quel point ce projet a pu évoluer à partir d'une recherche, des consultations ensuite au sein du secteur, des communautés et avec des personnes âgées elles-mêmes, et ensuite avoir l'occasion de faire un projet pilote grâce à ces données. Ceci a pu réellement nous présenter les potentielles valeurs ajoutées de ce programme. Et grâce à Suzanne, nous avons pu également motiver et stimuler l'intérêt du gouvernement pour pouvoir obtenir plus de financement. C'est vraiment quelque chose de clé ici. C'est vraiment les intérêts de ces départements qui nous ont permis d'avancer. Grâce à ces impacts et résultats précoces, ce projet de foyer de soins sans mur a été tout de suite identifié comme un projet innovant, car nous avons pu, voilà, comme on l'a dit, bénéficier des atouts déjà existants. Et nous voulions aussi vraiment
se poser la question sur ce que nos personnes aînées voulaient. Ils voulaient vieillir chez eux. Et les programmes actuels ne pouvaient pas permettre cela. Mais maintenant, il y a plusieurs approches qui peuvent aider. Donc, c'est ce que nous avons reconnu en 2021. Et donc, en 2021, on a décidé de faire de ce projet pilote un projet provincial grâce à un programme qui s'appelait Stabilisation des soins de santé avec un appel à l'action. Et si vous voulez en apprendre plus, ça fait partie d'un segment, d'une section aider nos personnes aînées à avoir mieux accès aux soins et aux services en vivant de manière indépendante le plus longtemps possible et le plus facilement possible. Donc, nous voulions passer d'un établissement pilote à une vingtaine d'établissements. Cela a eu lieu l'année 2023-2024. Donc, nous avons atteint notre objectif. Je suis ravie de l'annoncer. Nous avons eu donc 20 sites qui ont été approuvés en mars 2024 et cet engagement est venu avec un investissement de 4 millions de dollars canadiens et c'était une responsabilité partagée du ministère de la Santé et c'est donc une priorité partagée de la part de ces deux départements. Et il est peut-être intéressant pour les juridictions de savoir que cela est dans la section 16 du département du soin aux familles. Et je pense donc que nous verrons plusieurs changements dans ce département. Nous partagerons cela avec vous plus tard. Une prochaine diapo, merci. Donc en 2024-25, il y avait un engagement de la part des gouvernements pour pouvoir rajouter 10 sites. Puis, il y a eu un changement de gouvernement à ce moment-là, en novembre 2024. Et donc, il y a eu un discours pour étendre le programme à tous les foyers pour les personnes aînées de la province. Donc, hum, cela a montré plusieurs délais. Peut-être que la plupart des foyers n'étaient finalement, le degré de préparation des foyers n'était peut-être pas à jour. Il y avait aussi des hésitations, des défis que vous connaissez sûrement très bien. Mais il y avait aussi par rapport à la rétention du personnel, il se posait des questions par rapport à cela. Et comme je l'ai déjà mentionné, nous avons eu une élection présidentielle, qu'il y a eu des changements. Donc beaucoup de choses se sont passées. Mais nous avons quand même réussi à passer à 27 sites en mars 2025. Ensuite, maintenant, nous en avons 31. Donc, on voit qu'il y a un réel élan. Donc, nous avons soutenu plus de 34 000 personnes aînées à qui nous avons pu prodiguer des soins, des services. Et ce programme a également pu atteindre encore des dizaines de milliers d'autres personnes qui faisaient partie de la communauté, qui ont pu apprendre, qui ont pu être impliquées dans ces programmes d'une manière ou d'une autre. Donc, cet impact est incroyable. Donc, c'est quelque chose de vraiment très significatif, bien sûr, dans ce changement. Il y a beaucoup de foyers qui sont intéressés aussi et qui se sentent maintenant plus à même d'offrir ce programme de foyer de soins sans mur. Nous avons eu des pionniers et ce sont ces personnes-là qui ont pu être vraiment des promoteurs, des ambassadeurs du programme. Et ils ont pu essayer vraiment grâce au bouche à oreille, faire briller ce programme.
au sein des adultes et des personnes aînées, mais également à d'autres sites. Et cela a permis aussi de partager bien, les choses positives, mais également les défis. Je pense quand même que cette confiance dans le programme va continuer à augmenter grâce à plus de données, de statistiques. Et comme Suzanne nous l'a dit, il y a de plus en plus de ces données-là positives sur ce concept. Pour l'instant, nous faisons une évaluation économique du programme qui se passe en partenariat avec l'ESC, l'Université de Moncton, grâce au conseil et au leadership de Suzanne. Donc, à ce moment, à l'heure actuelle, grâce et via le partenariat avec l'ESC, nous avons pu faire appel à des données de santé et nous avons pu aussi faire une évaluation économique de ce programme grâce à Edge Health Insights également. Donc, les données que je vais partager avec vous viennent d'une période d'un an qui a commencé au début de l'année fiscale. Donc, nous aurons bien évidemment de plus en plus de résultats à mesure que nous avons plus de données. Donc, on voit que l'approche des foyers sans mur peuvent réellement toucher les besoins des personnes. Donc, on voit qu'il y a des taux de retention très élevés. 91% des personnes maintiennent leur inscription dans le programme. Et nous voyons que la plupart des inscriptions sont généralement dues au fait que les personnes déménagent peut-être à une autre province pour vivre avec leurs enfants adultes ou à une admission à un établissement de soins de longue durée ou à une autre raison, peut-être parce qu'ils peut-être décèdent. On a aussi voir une utilisation généralisée des services. 93 personnes ont utilisé au moins un service avec une moyenne de 2,3 services par participant. Et je ne vais pas lire toutes les statistiques, mais vous pouvez les voir sur l'écran. On voit que la majorité des personnes ont senti qu'ils recevaient des avantages du programme et que nous ciblons aussi des services pour les personnes qui s'occupent des patients. Et une partie de l'évaluation, c'est aussi de suivre le bien-être des participants. On voit davantage de bien-être, de confiance, au soutien, au vieillir chez soi. Et la plupart disent que le programme FFSN les aide à vivre en sécurité. On a vu aussi euh, une amélioration des liens des participants avec la communauté. On a aussi vu le bien-être du personnel, des foyers sans mur, et on a vu que près de 95% du personnel ont senti qu'ils ont une meilleure compréhension du vieillissement en santé. Ils ont noté aussi qu'ils améliorent leurs liens avec les organismes extérieurs, les partenariats dont Suzanne nous a parlé. Donc, les programmes des FSSM réellement permettent que le personnel adapte le programme aux besoins de la communauté et cela est associé à une augmentation de la productivité et une réduction du taux d'épuisement professionnel. Alors, maintenant, si on parle de dollars, je sais que cela intéresse toujours tout le monde. En termes de l'évaluation économique, si on parle des accords de départ, on a eu un investissement de 3,32 millions au total, c'est-à-dire 316 dollars par participant par mois.
où on parle de 136 $ par service individuel fourni pendant cette période. Il est important de souligner que près de 7 000 de ces dollars ont été dédiés à la formation avec 2,6 millions qui ont été attribués au site des FSSM et donc on parle du recrutement du personnel et le reste a été pour la livraison des services, les coûts administratifs. Et il est aussi important de dire que les FSSM ne cherchent pas à remplacer les soins dans les foyers, mais ils offrent des services qui retardent les admissions en SLD. Et comme le dit Suzanne, on évite aussi les admissions en SLD. C'est vraiment ce qu'on cherche à cibler dans la province. Donc, toutes ces conclusions disent que les FSSM nous aident à que les pères et les adultes puissent rester chez eux. Et qu'il y a une autre tension et que la demande pour les services entre les personnes âgées, même si il y a enfin, on voit beaucoup de flexibilité, les sites peuvent vraiment personnaliser les services. Et nous avons aussi vu certaines opportunités, donc essentiellement l'évaluation a souligné l'opportunité du programme à être renforcé par d'autres services et pour fournir plus de proactivité aux utilisateurs qui ont des besoins pour améliorer la fonctionnalité générale du programme. Donc, nous continuons avec les évaluations et nous essayons de continuer à réviser les données d'utilisation et nous avons hâte de voir quelle sera la phase suivante de cette évaluation et quels seront donc les points que nous allons recevoir de ces analyses. Et maintenant, je vais donner la parole à Stéphanie qui va nous parler donc de la diffusion pan-canadienne du programme. Merci, Judy. Très bien. Alors maintenant que vous avez écouté un peu à propos du modèle et comment il a commencé et comment il a réussi au Nouveau-Brunswick, on va parler de où nous allons. Alors, fort de son succès au Nouveau-Brunswick, le modèle s'étend au Canada et au fur et à mesure que nous le faisons, nous savons qu'il y a d'autres modèles et programmes qui peuvent soutenir le vieillir chez soi, comme par exemple les communautés où les personnes peuvent vieillir chez soi et comment elles peuvent nous aider, la prescription sociale, même les programmes euh, de soins. Donc, nous sommes en train d'observer cela de manière inclusive pour ce modèle en particulier et voir comment il peut s'accommoder vers les autres programmes. Et il s'agit de l'un des nombreux programmes que ESC offre dans notre ensemble de programmes. Donc, si vous vous intéressez à d'autres programmes que nous allons lancer cette année et comment participer, eh bien, n'hésitez pas à visiter notre site web. Alors, qu'est-ce qui est en train d'orienter cette diffusion pan-canadienne du programme? Eh bien, depuis que nous avons commencé à le mettre en œuvre, nous avons eu beaucoup d'intérêt, reçu beaucoup d'intérêt de la part de personnes partout au Canada. Et il s'agit aussi euh, de personnes qui nous demandent de quoi il s'agit et qui s'intéressent aux informations que nous partageons et qui cela va vraiment, c'est aussi intéressant parce que nous savons qu'il y a beaucoup euh, de services qui peuvent aider les personnes âgées et ce que nous voyons dans le pays. Donc, cela ensemble avec toutes les informations que nous avons de ce programme et que nous avons
disons, obtenu du projet de recherche pilote de Suzanne et que nous avons maintenant mis en œuvre mis en pratique. Nous avons beaucoup de connaissances sur comment ce programme fonctionne et comment mesurer son impact. Alors, nous sommes bien au-delà de la phase pilote de foyer de soins sans mur et nous sommes maintenant dans la phase de comment passer ces connaissances pour aider les autres à mettre en œuvre ce modèle. Nous avons reçu des financements du Trust Walton et aussi d'autres financements pour ce programme, ce qui nous permet de continuer à la diffusion pan-canadienne. Alors, il y a beaucoup de manières à l'approche de diffusion de toute innovation. Au départ, nous nous disions qu'on allait peut-être fournir du financement directement aux foyers de soins ou aux sites de longue durée, mais on a changé et maintenant on a créé euh, un centre pan-canadien qui va opérer comme une communauté de pratique et un centre d'excellence sur le modèle des foyers de soins sans mur et on va financer et soutenir des organisations dans les différentes provinces et territoires du Canada pour mettre en œuvre ce modèle chez eux. Et donc, cela va devient, disons, la propriété des provinces et territoires avec notre aide et notre soutien. Et donc, les responsables des provinces et des territoires s'occupent de l'administration et du financement pour les foyers et les établissements de longue durée. Alors, qui est cette personne? C'est qui est ce responsable provincial ou territorial? Eh bien, on peut parler de diverses organisations qui auront la possibilité de financer, d'évaluer, de soutenir durablement l'ensemble de foyers de longue durée pour mettre en œuvre ce programme. Et donc, dans le cas de notre diffusion au Nouveau-Brunswick, c'est essentiellement ce que Judy et le développement social ont fait. Ils ont été donc le responsable juridictionnel euh, ou le responsable d'une province ou d'un territoire. Et cela aussi inclut donc être prêt pour mettre en œuvre ce type de modèle ainsi que leur capacité pour, disons, toucher ces différents organismes et d'avoir donc les ressources pour le faire. Et donc, dans des circonstances où une organisation, votre organisation peut être intéressée, nous ferons de notre mieux pour vous aider à vous mettre en relation avec les parties intéressées pour que ceux qui veulent mettre en œuvre cela dans leur région peuvent le faire avec votre collaboration. Alors, maintenant, parlons d'argent. Alors, ESC a un modèle de soutien où nous donnons, disons, un financement de démarrage et nous le faisons en nous centrant sur un soutien durable. Nous ne voulons pas fournir toutes les ressources et après vous quitter dans quelques années sans avoir aucune appropriation locale ou durabilité. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fournit un financement de démarrage pour que les provinces et les territoires puissent avoir disons, une aide de démarrage. Et dans ce cas, pour les foyers soins sans mur, cela, en parlons de jusqu'à 250 000 dollars de financement de démarrage par responsable de province ou de territoire. Et nous avons 7 responsables la première année, 3 de plus la deuxième année. Il s'agit alors d'embaucher du personnel, comme Judy l'a été pour le développement social, et aussi de distribuer, disons, le financement de démarrage aux établissements FSSM. Cela aussi a eu lieu au Nouveau-Brunswick avec le financement de démarrage de SC. Et comme vous le savez, donc il s'agit de 100 000 à 300 000 par an, mais cela dépend d'où se trouve ce foyer de soins sans mur dans leur mise en œuvre. S'ils sont tout simplement en train de lancer le foyer de soins ou s'ils sont
déjà en train d'exploiter, disons, le foyer. Donc, on attend qu'il y ait, disons, d'autres fonds de financement ou de ressources dont on va profiter afin de complémenter le soutien ou le financement de démarrage que ESC va fournir pour mettre en œuvre ce programme. Et nous avons un modèle de soutien sur 3 ans. Alors, ce, là, nous avons parlé du soutien financier, mais il y a beaucoup d'autres soutiens que ESC va fournir aux responsables des provinces et des territoires et que ESC aussi et au site de Foyer Soins Sans Mur. Alors, on rencontre les provinces et les territoires pour connaître leurs besoins et nous n'avons pas de modèle adapté pour tous parce qu'on sait que les provinces se trouvent à de différents niveaux. Et lorsqu'on a compris où se trouve tout le monde et quels sont les besoins, on va fournir des ressources de manière directe aux responsables et aux sites de Foyer Soins Sans Mur. Cela veut dire une approche coordonnée pour avoir des mesures d'impact, c'est-à-dire une collecte de données, une analyse et une transition de connaissances. On peut donc coordonner notre approche pour prouver l'impact du programme afin d'avoir des preuves pour continuer dans cette diffusion et durabilité. On va aussi continuer à profiter des meilleures pratiques et des connaissances qui existent déjà du Nouveau-Brunswick. Nous avons donc déjà des connaissances, mais on va continuer à travailler avec eux. Et on peut donc continuer à partager ces connaissances sur ce qui fonctionne et mettre en relation les personnes afin de partager ces connaissances. Cela nous mène à une communauté de pratique où chaque responsable de province et territoire vont se rencontrer pour partager leurs approches, leurs apprentissages, leurs stratégies pour que nous puissions tous apprendre les uns des autres, travailler en tandem pour augmenter cette diffusion. Et on va travailler pour adapter le modèle au contexte local. On va aussi aider avec la mise en œuvre et l'administration du programme. Ce que nous avons fait au Nouveau-Brunswick, par exemple. Si vous avez déjà une idée des foyers sur lesquels vous souhaitez travailler, on peut accélérer, disons, la phase de lancement. Vous aurez aussi accès aux connaissances par le biais de la communauté de pratique. Et après, ESC va fournir des ressources et des webinaires pour mettre en œuvre le programme. Donc, on va avoir aussi des forums, euh, pardon, des formulaires. Et cela pour réduire les obstacles et pour que les personnes puissent commencer à travailler le plus tôt possible. On va aussi donner un accès à l'accompagnement. Cela a fonctionné très bien au Nouveau-Brunswick et on va pouvoir donc poser des questions sur la mise en œuvre. On va pouvoir partager les succès et on va être soutenu afin de la collecte de données et avoir donc une approche coordonnée pour gérer l'impact. Alors, quelles sont les exigences relatives à la participation? Eh bien, tout d'abord, accepter d'établir un partenariat avec nous pour les 3 prochaines années en mettant l'accent sur la pérennité, c'est-à-dire des partenariats et le soutien du gouvernement pour continuer comme nous l'avons vu au Nouveau-Brunswick. Et on aura du soutien au long du programme de la manière possible. Deuxièmement, utiliser un ensemble minimal de données pour une approche coordonnée de la mesure des retombées. On va en parler avec les responsables émergents. Et autrement, il faut aussi participer aux réunions de la communauté de pratique. On attend réellement une application
active et être euh, en disposition de partager avec les autres et ben, échanger les expériences et les connaissances. Et finalement, respecter les paramètres standards du programme. Nous sommes en train de rechercher quels sont les aspects essentiels qui distinguent le FSSM de tout autre programme innovateur. Euh, Alors, nous avons déjà reçu des lettres d'intention initiale. Si vous suivez depuis depuis l'année dernière et ce programme vous intéresse pour mettre en place ce modèle, eh bien, nous vous donnons la bienvenue nous souhaitons réellement vous donner notre soutien tout au long de l'été. On parle avec les responsables des provinces et des territoires pour être sûr que nous comprenons très bien quel est le modèle et que nous pouvons avoir un accord avec ESC et nous espérons que les premières années les responsables seront prêts d'ici l'hiver. Et à partir de ce moment-là, on pourra mettre en œuvre le programme et pouvoir intégrer, disons, tous les services tels que l'accompagnement, les webinaires et les ressources. Donc, les prochaines étapes, je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici dans cet appel, donc j'ai essayé de séparer cela dans trois différents groupes de personnes. Si vous êtes plutôt dans le niveau d'organisme national et cela vous intéresse de manière générale, comme nous avons fait la diffusion pan-canadienne, vous invitons à nous contacter. On peut parler de votre niveau d'intérêt et voir s'il existe une opportunité de partenariat et de soutien de ce programme. Si vous croyez que vous êtes potentiellement responsable de province ou territoire, eh bien, nous avons un guide de mise en œuvre qui est une excellente première étape pour comprendre ce que cela signifie, mais nous vous donnons la bienvenue. Vous pouvez nous contacter pour euh, organiser une réunion et discuter de l'intérêt d'un partenariat. Et finalement, si vous êtes un un foyer de soins de longue durée ou un foyer de soins, eh bien, nous avons un guide de mise en œuvre du programme pour les foyers de soins et nous avons développé cela pour voir comment vous pouvez aussi mettre ce programme en pratique. Et puisque nous suivons les intérêts de tous les établissements de soins ou les foyers de soins, eh bien, lorsque nous identifions les responsables, nous pouvons les orienter vers les personnes qui ont déjà signalé leur intérêt afin que vous pouviez lancer ce modèle. Sachez également que nous sommes en train d'explorer comment nous pouvons vous inclure dans cette diffusion pan-canadienne en partageant ces informations. Et nous vous invitons aussi à examiner les autres offres à ESC. Je vais m'arrêter ici et je vais maintenant vous donner la parole. Je vous propose de poser vos questions. N'hésitez pas. Et si vous avez des questions, eh bien, je vous invite à les écrire dans la boîte de discussion et on va faire de notre mieux pour y répondre. Et tout ce que nous ne pouvons pas répondre aujourd'hui, eh bien, nous le ferons virtuellement et vous recevrez donc les réponses au moment où nous partagerons avec vous les diapositives et l'enregistrement. Nous avons une question de Darren qui dit, est-ce que cela serait intéressant pour le ministère ou une autorité de santé d'être le responsable? Oui, techniquement, oui. Si vous regardez notre définition de ce que c'est qu'un responsable, ce n'est pas nécessairement une hiérarchie, mais si nous cherchons la durabilité et l'impact,
et l'habilité de le faire, eh bien oui, les ministères sont probablement euh, sans doute très intéressants. Cependant, n'importe où il y a l'intérêt et la capacité pour d'autres agences et organisations de faire dans une province, peut-être plus rapidement qu'un ministère, eh bien, nous travaillons avec ces agences et organisations pour qu'elles le fassent. Nous comprenons qu'un ministère pourrait nous rejoindre plus tard. Et Elisabeth, quels sont les avantages des foyers de soins sans mur vis-à-vis des autres stratégies de vieillir chez soi? Très bonne question, Heidi. Je me demande si Judy et Suzanne peuvent y répondre. Oui, je peux répondre. Je me demandais si Judy allait le faire. Bien, honnêtement, je pense que cela travaille en parallèle avec les autres modèles qui existent, mais il y a quand même un composant innovateur d'avoir des personnes âgées qui peuvent rentrer dans des établissements de longue durée, qui peuvent utiliser la baignoire, avoir une hygiène personnelle, avoir des soins de pied. Et c'est l'approche aussi, c'est très basé sur la communauté. C'est pas seulement un modèle médical. Et je peux vraiment penser qu'il y a vraiment la prescription sociale qui est très populaire maintenant. Il y a beaucoup d'accompagnement aussi. Et même s'il y a aussi ce composant, il y a aussi beaucoup d'autres composants. Et à partir de ce que nous avons entendu des personnes âgées, de leurs familles, et aussi quand on pense aux écarts qui existent, eh bien, les foyers sont sans mur vraiment répondent à un besoin auquel personne d'autre n'était en train de répondre. Je pourrais demander à Judy de participer parce que je pourrais vraiment continuer et en parler beaucoup. Oui, je pense que tu as très bien répondu, Suzanne. Ici à Nouveau-Brunswick, on parle souvent de la magie du programme et je pense que pour beaucoup de personnes, c'est en fait que l'on revient à comment les communautés fonctionnaient de manière naturelle à un moment donné. Mais maintenant, avoir des ressources désignées en place pour faciliter ce soutien à ce fonctionnement de la communauté et le renforcement de cette organisation, c'est réellement là que je trouve la magie dans la province. Merci beaucoup. Et puisque vous êtes là, Judy, et je vois que les autres questions, je voudrais aussi te demander, Judy, si tu pourrais faire un commentaire sur comment ce programme a fonctionné avec le programme intramural du Nouveau-Brunswick. Alors là, il y a deux choses séparées. Nous avons au Nouveau-Brunswick un programme appelé Extramural. C'est notre hôpital sans mur. C'est, disons, organisé sur la communauté, les services de santé. euh, et j'ai vu dans le clavardage comment on l'intègre avec les soins du foyer. Ici, bien dans la province, on se considère à nous-mêmes dans ce continuum de services pour aider les personnes âgées et partenaires de soins dans la communauté. Et comme l'a dit Suzanne, nous ne sommes pas ici pour doubler les services et remplacer les services qui se trouvent dans les foyers. Souvent, ce qu'on fait, c'est aider les personnes âgées à se connecter aux services qui existent. Et cela ressemble donc à ce programme d'extramur qui sont là pour offrir des besoins aux personnes. Donc, nous aidons à créer ces connexions et peut-être donc qu'une personne âgée a besoin d'avoir une connexion au-delà du mandat de l'extramural, eh bien, ils peuvent faire des connexions au foyer de soins sans mur. Merci, Judy. Je reviens un peu en arrière. Cindy demande est-ce qu'une compagnie d'assurance ou une entreprise sociale peut être éligible en tant que responsable provincial ou territorial? Probablement pas, étant donné le champ d'application du programme et la manière dont nous sommes en train de le visualiser. C'est peut-être pas vraiment ce type de champ d'application. Et concernant le soutien, la planification,
et la conception de l'établissement, je pense que en fait, on n'a pas de preuves que cela est associé à un soutien aux planifications d'infrastructures. Cependant, lorsque vous aurez une idée des services que les personnes âgées utilisent dans le foyer de soins ou dans la communauté, cela vous donnera une idée de comment organiser, disons, l'espace physique pour accommoder ces services. Moi, j'ajouterais que euh, certains foyers, certains établissements de soins de longue durée aimeraient avoir, disons, un espace communautaire qui est un espace, une porte directe à cet espace communautaire qui serait disponible aux personnes plus âgées de la communauté. On pourrait bien entendu rencontrer les résidents et tout cela, mais on a beaucoup entendu parler d'une demande, disons, euh, d'avoir avoir, disons, une aile communautaire pour soutenir le programme. Et oui, ici au Nouveau-Brunswick aussi, on a entendu parler de ça. On parle du soutien que les foyers de soins offrent à leurs résidents, qui vont de petits foyers de 12 lits à plus de 100 lits. Donc, l'infrastructure change. Mais ce qu'on voit, c'est que les sites et les équipes deviennent très, très créatives et que cela veut dire des partenariats vraiment uniques, des collaborations avec la communauté. Ils organisent vraiment euh, des endroits, des salles communautaires. Et on voit aussi des introductions progressives à ces services qui sont offerts dans les programmes. Merci, je dis à Suzanne. Et nous sommes maintenant arrivés à la fin de notre séminaire, de notre webinaire. Donc, merci Suzanne, merci Judy de partager vos connaissances avec moi aujourd'hui. Merci à tous nos participants. Nous allons bien entendu enregistrer vos questions auxquelles nous n'avons pas répondu et nous y répondrons également. Avant de partir, nous vous demandons s'il vous plaît de remplir le sondage qui se trouve sur notre écran. Nous le faisons pour tous les webinaires et nous espérons que si vous avez des questions, ceux qui n'ont pas, que vous n'avez pas réussi à poser, vous nous les enverrez par courrier électronique au courrier des foyers de soins sans mur qui se trouvent sur l'écran. Et maintenant, eh bien, à bientôt. Nous avons hâte d'écouter, de prendre de vos nouvelles. Merci beaucoup.